La monarchie n'a pas vacillé à cause d'une simple rumeur, mais parce que la princesse Anne a finalement prononcé les mots que personne au palais n'était prêt à entendre. Dans une déclaration maîtrisée empreinte d'une fermeté exceptionnelle, la princesse royale a confirmé que la procédure d'abdication du roi Charles III était achevée. Cette annonce laissait présager que le prince William se préparait à assumer le rôle de nouveau pilier de la monarchie. La nouvelle est tombée en même temps que les affirmations de sources proches de la famille royale, selon lesquelles le cancer du roi est incurable, laissant supposer qu'il vivra probablement le reste de sa vie avec la maladie. Anne n'a pas cherché à minimiser la gravité de la situation. Elle a confirmé ses propos par le biais d'une déclaration privée enregistrée destinée aux hauts responsables royaux. Cette méthode a permis de conserver une trace écrite de chaque mot et de chaque silence, rendant impossible toute démentie ultérieure. L'abdication est l'acte formel par lequel un monarque renonce au trône avant sa mort, mettant ainsi fin à un règne pour en inaugurer un autre. En cette occasion, Anne a rendu la réalité douloureusement claire. Charles n'était plus un roi en transition, et William n'attendait plus passivement son destin. Lorsque la confirmation définitive fut donnée, Charles reçut la nouvelle en silence. Il se tenait près du bureau où s'étaient déroulées des semaines de réunions à huis clos et de consultations privées. Ces communications de plus en plus restreintes au sein du palais avaient toutes mené à une conclusion inévitable. Le roi posa la main sur le bord du bureau en bois, non par goût du cérémonial, mais parce que le poids de l'histoire était soudain devenu insupportable. Il avait passé sa vie entière à aspirer au trône, pour finalement constater que son devoir exigeait un sacrifice qu'aucune couronne ne saurait rendre indolore. Lorsque William entendit les paroles de sa tante, il ne sourit pas. Il baissa la tête comme si le poids de la sentence l'avait frappé avant même que son cœur puisse s'y préparer. Il comprenait l'urgence de la situation. La monarchie se devait d'une clarté absolue, car la moindre hésitation au sommet de l'État risquait d'ébranler la confiance du public et de plonger le pays dans le doute quant à l'identité du véritable détenteur du pouvoir. Cependant, cette clarté était indissociable du chagrin. Le futur roi ne prenait pas la place de son père. Il occupait l'espace que ce dernier avait été contraint de quitter. À cet instant, Anne devint bien plus qu'une simple messagère. Elle joua le rôle de témoin rassurant la seule personne digne de confiance, pour confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un simple bruit de palais ou d'une tempête passagère. Elle avait perçu la tension palpable chez Charles, la pression croissante sur William et le silence qui commençait à s'installer autour de Catherine. Le passage de relais fut symbolisé par le transfert d'un dossier scellé du bureau du roi à l'équipe privée du prince. Ce geste portait un message caché que tous les membres de la famille royale comprirent. Cette confirmation ne se contenta pas d'imposer de lourdes responsabilités à William. Elle révéla les divisions au sein de la famille. Charles semblait brisé par cet acte de reddition, tandis que William paraissait accablé par son accession au pouvoir. Anne, quant à elle, semblait endurcie par les nécessités de la situation. Derrière les portes closes du palais, d'autres commencèrent à ressentir la douleur de la trahison. Derrière chaque annonce officielle se cachent des visages et des émotions que le public voit rarement dans leur intégralité. Charles était un roi qui se retirait de l'œuvre de sa vie, et William avait un fils contraint d'endosser prématurément le rôle de son père. Anne était une sœur qui accomplissait un devoir difficile, et Catherine une épouse qui assistait impuissante au déroulement de l'histoire. Charles ressentit d'abord le poids de cette décision, car elle touchait à l'ensemble de son existence. Il avait attendu plus longtemps que tout autre héritier moderne pour porter la couronne et ce même sens du devoir qu'il avait finalement hissé sur le trône lui demandait désormais de la quitter. Renoncer à la couronne n'était pas seulement abandonner une fonction, c'était reconnaître que l'institution exigeait un avenir plus stable que celui qu'il pouvait lui offrir. William comprit que cet avenir s'était abattu sur lui avec une brutalité inouïe. Il n'était plus protégé par le confort d'un héritage lointain. Il était devenu l'héritier incontournable du moment, celui vers qui tous se tournaient pour rétablir l'ordre. Catherine restait près de lui, lui offrant un soutien discret et rassurant.
Lorsque le calme de William vacilla un instant, elle lui prit la main pour le retenir. Elle savait que s'il s'effondrait, la famille et le pays tout entier ressentiraient le bouleversement. Anne observait son frère avec la douleur d'une sœur plutôt qu'avec la froideur d'un juge. Bien qu'elle eût prononcé la confirmation, elle n'en avait pas été épargnée par les conséquences émotionnelles. Elle savait ce que la monarchie avait pris à Charles et ce qu'elle exigeait désormais de William. Dans les salles du conseil où se prennent les décisions les plus délicates, l'émotion et l'autorité s'affrontèrent. Anne perçut le silence du roi et la retenue du prince et comprit que tous deux perdaient quelque chose de précieux. Camilla resta immobile lorsque les premiers signes de changement apparurent. Elle observa un conseiller de haut rang retirer une simple chaise de la salle du conseil, un geste anodin qui annonçait la réorientation de la maison royale. La reine consort comprit que si sa place auprès de Charles demeurait la même, les rouages du pouvoir se déplaçaient vers William. Elle sentit la fracture avant même qu'elle ne soit nommée, et Charles semblait trop épuisé pour défendre ce qui lui échappait. La pièce exprimait à la fois le succès et la souffrance. William était promu mais semblait accablé. Charles était relevé de ses fonctions mais paraissait blessé. Catherine s'efforçait de consolider l'avenir tandis qu'Anne protégeait de la vérité. Camilla se tenait au seuil d'un ordre en pleine mutation, consciente que l'ancienne structure avait été remplacée avant même que la famille ne se soit exprimée ouvertement au monde. La douleur qui régnait dans cette pièce s'était accumulée depuis longtemps. Pour comprendre l'impact de la confirmation d'Anne, il faut revenir sur une réunion privée de succession à Windsor que le palais avait tenté d'étouffer. Cette réunion visait à apaiser la famille, mais une simple phrase de Charles et la réaction de William ont tout changé. Charles s'était présenté à cette réunion en essayant de maintenir la cohésion du groupe, conscient de la pression croissante liée aux problèmes de santé, immobilier et à l'incertitude du public. Pendant cette réunion, des documents relatifs à la passation de pouvoir en urgence étaient posés sur la table. Ces documents étaient destinés à assurer une transition rapide de l'autorité royale en cas de crise. Charles voulut prendre le stylo, mais s'arrêta et détourna le regard. Cette hésitation changea l'atmosphère. Il ne se dérobait pas à son devoir, mais il hésitait à un moment où la couronne avait besoin de certitude. William le remarqua et, sans élever la voix, demanda à son père si ce retard était dû au devoir ou à la peur. Ces mots furent dévastateurs. Le visage du roi se crispa sous la douleur d'être si clairement observé par son fils. Guillaume recula, et Anne comprit qu'une blessure s'était ouverte, une blessure difficile à refermer. Elle comprit que la couronne ne pouvait plus fonctionner dans l'incertitude. Une telle instabilité finirait par se propager parmi les conseillers, dans l'organisation des événements et parmi la confiance du public. Catherine apprit cette confrontation le soir même. Sa réaction fut calme et réfléchie. Elle ne s'inquiéta pas à l'idée que William puisse accéder au trône plus tôt que prévu. Au contraire, elle lui demanda ce dont il aurait besoin pour assumer cette responsabilité. Anne comprit alors que le prochain règne ne reposerait pas uniquement sur William, mais aussi sur la force tranquille de la femme à ses côtés. Ce briefing secret devint une source d'angoisse pour la famille. Charles avait hésité. William l'avait mis au défi. Anne avait consigné l'avertissement et Catherine s'était résignée à l'avenir. Le silence qui entourait la signature se transforma rapidement en une situation périlleuse, où un fils dut enfin affronter son père. La confrontation n'avait pas besoin de cris pour être intense. Charles et William étaient un roi et héritier, mais aussi un père et un fils prisonniers d'années de pression. Anne attendait dehors tandis que Catherine restait à proximité. Derrière la porte close, l'avenir de la monarchie se jouait lors d'une conversation qu'aucun courtisan n'aurait pu adoucir. Charles avait accepté cette rencontre car l'avertissement d'Anne quant au danger du retard était trop clair pour être ignoré. Elle avait démontré par écrit que l'attente nuirait davantage à la couronne que l'abdication elle-même. Pour le roi, l'incertitude menaçait d'affaiblir la maisonnée et de laisser à William un héritage chaotique.
William entra seul dans la pièce sans aide ni notes préparées. Il savait que le pouvoir ne pouvait plus rester suspendu. Il savait aussi que ce n'était pas une victoire, mais plutôt une forme de souffrance, déguisée en devoir. Non. Charles dit à son fils que personne n'est jamais vraiment préparé à la solitude du trône. Guillaume dit à Charles que le pays ne pouvait attendre le moment idéal, d'autant plus que le palais s'orientait déjà vers une décision que tous pressentaient, mais que personne n'osait formuler. Le roi assimila lentement ces paroles. Il finit par admettre que Anne avait raison. L'institution avait besoin d'une décision claire et d'une direction unifiée. Les papiers d'abdication devaient être considérés comme définitifs. Charles ne parla pas avec soulagement, mais comme un homme qui abandonne une vie qu'il avait menée pendant des décennies. William, conscient que la fin de son père marquait son propre commencement, se tenait là. Charles demanda alors une promesse que sauver la couronne ne détruirait pas la famille. William ne répondit pas immédiatement, car cette promesse était lourde de conséquences. Il en connaissait l'impact sur Camilla et Catherine, mais il promit à son père que sa fermeté ne se muerait pas en cruauté. Suite à cet accord, le pouvoir commença à circuler discrètement. Les comptes rendus de transition arrivèrent au nom de William, et l'autorité s'éloigna du pouvoir de décision finale du roi. Le palais avait besoin d'une chaîne de commandement unique. Anne soutint ce changement car elle était convaincue que tout retard était plus dangereux que les difficultés immédiates de la transition. Elle avait constaté comment la confusion pouvait engendrer des fuites et semer le doute au sein de la population. Elle insistait pour obtenir des éclaircissements, car une institution blessée devait encore se redresser. Après le changement d'ordre, Camilla s'assit auprès de Charles et d'une voix douce lui demanda si sa voix aurait encore sa place à l'avenir. Elle comprenait la différence entre le mariage et le pouvoir, et cette différence lui paraissait désormais glaciale. Charles la regarda avec tristesse, sachant que l'abdication avait bouleversé l'atmosphère de chaque pièce autour d'eux. Le poids de cette transition frappa William lorsqu'un haut dignitaire de la cour lui remit le premier agenda officiel établi sous son autorité. Le document ne comportait pas la ligne habituelle réservée à l'approbation du roi. Cette absence confirmait que le prince ne se contentait plus de se préparer à cette responsabilité. Il l'assumait déjà pleinement. Le nom de Catherine figurait dans les notes de planification confidentielle, soulignant son rôle de pilier de stabilité pour la future monarchie. Elle savait que si le règne de Guillaume débutait sous une pression excessive ou en raison de tensions familiales, la discipline seule ne suffirait pas. Il avait besoin de collaboration et de sérénité. Bien que Charles fût toujours présent, il n'était plus au centre de l'attention. Camilla perçut ce changement comme une porte qui se ferme et l'accepta comme le prix de la lucidité. Guillaume supporta ce changement comme un fardeau qu'il ne pouvait refuser, et Catherine le soutint, tandis que l'avenir s'annonçait impitoyable. Le lendemain de la confirmation d'Anne, le calme régnait dans les couloirs du palais. Le personnel s'activait avec une prudence mesurée, tandis que le nouvel ordre prenait forme. L'équipe de William commença à recevoir les décisions importantes, notamment les synthèses de sécurité et les notes d'information nationales. Ces documents sont essentiels pour un monarque afin de comprendre la situation du pays au-delà des murs du palais. Le leadership n'était plus un concept symbolique pour William. Il détenait désormais des décisions qui affectaient la stabilité de toute la famille royale. Charles lut en silence à les agendas remaniés, remarquant combien de décisions étaient désormais du ressort de son fils. Il était frappé par la rapidité avec laquelle le monde évoluait. Pendant des décennies, il avait été au cœur de la hiérarchie royale, mais à présent le palais s'éloignait de lui. Bien qu'il fût toujours aimé et protégé, son influence opérationnelle diminuait. Catherine trouva William seul avant sa première réunion importante. Il n'avait pas l'air fier. Il semblait abasourdi par la rapidité avec laquelle tout se déroulait. Catherine comprit que si William paraissait ébranlé, toute la maisonnée le ressentirait. Anne s'empressa d'éviter toute ambiguïté, donnant pour instruction aux conseillers que William devait être considéré comme le véritable dirigeant de la monarchie. Elle savait qu'une autorité floue pouvait engendrer panique et division. Elle reconnaissait que Charles souffrirait de ce manque de clarté,
mais que la couronne en souffrirait davantage. Camilla refusa une première rencontre, préférant le silence à une confrontation qu'elle risquait de perdre. Elle était consciente que le palais se réorganisait et que le centre de décision avait changé. Avant que William n'ait à affronter la nation ou les médias, Catherine le trouva dans une pièce privée. À cet instant, il n'était pas un futur roi, mais un époux qui sentait le monde basculer. Il s'était retiré des réunions officielles, car le poids de la situation était devenu insupportable. Chaque mot qu'il devait prononcer portait désormais la charge d'un nouveau règne. Il ne pouvait se permettre de paraître incertain. Catherine savait que le règne suivant exigerait du temps de l'intimité et de la tranquillité de leur famille. William exprima son profond regret de devoir accéder au trône, au prix de la douleur et de l'épuisement de son père. Il n'avait jamais souhaité que la reddition de son père soit son propre point de départ. Le trône avait toujours été pour lui une perspective lointaine, mais à présent, il lui était parvenu dans le doute et sous la pression. Catherine lui expliqua que le devoir s'impose rarement sans effort, et que diriger c'était perpétuer l'héritage indispensable et non simplement remplacer Charles. William confia ses craintes de voir la famille se fracturer et Camilla se sentir isolée, voire mise à l'écart. Il savait que la monarchie pouvait paraître stable aux yeux du public, tout en se désagrégeant de l'intérieur. Catherine lui rappela que la fermeté n'était pas synonyme de froideur. La prochaine monarchie pourrait être disciplinée sans être froide. Elle a façonné le règne qu'il allait inaugurer, privilégiant la vérité aux grands discours. Cette conversation a rassuré Guillaume. Catherine ne l'avait pas déchargé de ses responsabilités, mais elle lui avait rappelé que son premier acte de leadership pouvait être marqué par la clémence et la maîtrise de soi. Lorsque la nouvelle parvint enfin au public, ce fut comme si l'histoire s'était arrêtée. Partout dans le pays, l'annonce suscita un mélange d'incrédulité, de fierté et de crainte. Le palais publia une confirmation officielle après la déclaration d'Anne, afin de garantir au public une version claire des événements. La confiance est essentielle pour la monarchie et le message était clair. L'abdication était effective et William était désormais à la tête du royaume. Les médias traitèrent l'événement avec la gravité d'une crise nationale, le qualifiant de transition la plus marquante de toute une génération. Le public assista à l'abandon par un homme d'un rôle qu'il avait attendu toute sa vie, tandis que son fils endossait un rôle porteur de grandes attentes. Devant Buckingham Palace, une foule s'était rassemblée dans un silence pesant. Tous les regards se tournaient vers le bâtiment cherchant une explication à ce changement monumental. Le pays aspirait à la certitude, mais ne trouva que de profondes émotions. On constatait que Charles avait attendu toute sa vie pour finalement se voir demander par la couronne de céder sa place. Les gros titres insistaient sur le fait que William prenait les rênes, une expression qui sonnait davantage comme un fardeau que comme un triomphe. Anne était perçue comme la voix qui rendait la transition indéniable. William savait que l'on jugeait non seulement sa capacité à gouverner, mais aussi son caractère. Charles comprenait que chaque titre concernant le nouveau roi lui rappelait que son propre chapitre était clos. En fin de compte, l'abdication fut autant un renoncement humain qu'un événement constitutionnel. Charles renonça à l'idéal de sa vie, et William assuma une responsabilité qu'il ne pouvait plus différer. Anne apporta la clarté nécessaire lorsque le silence devint dangereux. Catherine incarna le calme au cœur de la tempête. La monarchie survécut car chaque membre de la famille paya un prix personnel. William rendit visite à son père après l'annonce publique, restant silencieux jusqu'à ce que la tension retombe. L'abdication transforma la nature du pouvoir et de l'avenir émotionnel de tous ceux qui y étaient impliqués. Charles conserva sa dignité, comprenant que le devoir exige parfois de se mettre en retrait. Les actions d'Anne n'avaient pas pour but de nuire à son frère ni de glorifier son neveu. Elle agissait pour protéger l'institution en forçant la famille à affronter une dure réalité. Elle a rendu la transition inévitable, car la confusion au sein du palais menaçait la couronne. L'influence de Catherine a permis que le règne suivant ne soit pas fondé sur la peur ou l'humiliation, mais sur la retenue et le devoir.
Le public jugerait Guillaume à l'aune de la manière dont il traiterait ceux qui s'étaient retirés. Charles s'est retiré avec tristesse, Guillaume a avancé avec force, et Anne a veillé à ce que la vérité soit dite. La famille avait survécu à la transition du pouvoir, mais elle en garderait les stigmates. La monarchie a trouvé une nouvelle voie à travers cette épreuve, achevant une longue ascension et entamant une nouvelle phase décisive. Le règne avait changé et la famille a abordé ce nouveau chapitre avec discipline et détermination.